Bonjour, je m'appelle Laurent Sabat, je suis cardiologue praticien hospitalier à Paris. On va ensemble faire le tour d'horizon de la cardiologie en D2, tout le programme en fait, tous les items de cardiologie pour les examens nationaux classants. Les conférences de cardiologie en D2 se divisent en deux grandes parties. La première, anatomie, épidémiologie, physiologie, puis les grands signes fonctionnels. Et la deuxième partie, pour la suite, traitera des grandes maladies en cardiologie et des examens cliniques et complémentaires. On commence dès maintenant avec la première conf de cardiologie pour D2, la conférence numéro 1. Pour commencer, une rapide introduction aux maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires donc, sont des maladies fréquentes et la spécialité qui les étudie, c'est la cardiologie, ou qu'on appelle aussi cardiologie et spécialité cardiovasculaire. Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans les pays très développés et en particulier en France, ce qui n'est pas le cas dans le reste du monde, donc un véritable problème de santé publique et une spécialité très importante pour le programme de l'internat. Les maladies cardiaques et vasculaires représentent également en France la première cause d'hospitalisation, donc une grande morbidité et une grande mortalité. De là découle directement le rôle majeur de la prévention cardiaque et vasculaire, la prévention primaire, essayer de lutter contre l'apparition des maladies en prévenant les facteurs de risque de ces maladies, et la prévention secondaire, une fois que la maladie est installée, une fois qu'il y a eu un événement, essayer d'éviter du mieux possible par une prise en charge adaptée que ça recommence. Pour toutes ces raisons, la cardiologie est un gros morceau des épreuves nationales classantes et une spécialité qui tombe de façon assez régulière lors des dossiers de l'internat. On va commencer par de brefs rappels d'anatomie et de physiologie en quelques diapositives. Donc je rappelle l'anatomie cardiaque. Le cœur est un muscle qui fonctionne en permanence, une pompe. Elle est formée de 4 cavités, 2 oreillettes, la gauche et la droite, 2 ventricules, le gauche et le droit. Les oreillettes et les ventricules sont séparés par des valves, qu'on appelle des valves auriculo-ventriculaires, il y en a 2. Entre l'oreillette droite et le ventricule droit, la valve tricuspide, on va revoir après. Entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, la valve mitrale. Les 2 ventricules sont séparés des artères dans lesquelles ils vont éjecter le sang, le ventricule droit de l'artère pulmonaire et le ventricule gauche de l'artère aorte. Entre les ventricules et les artères se trouvent également d'autres valves qu'on appelle les valves ventriculo-artérielles. La valve aortique entre le ventricule gauche et l'aorte, la valve pulmonaire entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. On va tout de suite dire un mot de physiologie qu'on va redétailler par la suite. Le cycle cardiaque. Les ventricules se remplissent lors de la diastole et ils éjectent le sang qui va permettre le fonctionnement des muscles grâce au sang oxygéné en systole. La situation du cœur dans la cage thoracique, on voit ici sur cette photographie un petit peu les aires cardiaques. Donc le cœur se trouve sur l'aire sternale gauche, les oreillettes en haut, les ventricules plutôt en bas. Et en fait, sur les points noirs correspondent au site d'auscultation classique pour l'examen cardiovasculaire. Donc on a ici la zone pulmonaire qui va permettre d'ausculter la valve pulmonaire, la zone aortique, deuxième espace intercostal droite qui va permettre d'ausculter la valve aortique, voir s'il y a une fuite ou un rétrécissement sur cette valve. Et un peu plus bas, au quatrième espace intercostal gauche et vers le creux axillaire, on va pouvoir ausculter la valve mitrale ici et on va dire sous l'appendice xiphoïde, la valve tricuspide au foyer tricuspidien. On a ici à peu près la même image. On voit la position cardiaque, les ventricules en bas, les oreillettes en haut, la valve aortique et la valve pulmonaire ici, avec les 4 foyers auscultatoires qu'on redétaillera lorsqu'on parlera de l'examen clinique en cardiologie. Donc je reviens sur l'anatomie cardiaque, les ventricules, les oreillettes, les valves et les artères. Donc ici on a le cœur gauche, le ventricule gauche, dont on voit immédiatement qu'il est beaucoup plus épais et beaucoup plus large que le ventricule droit. Ici donc le ventricule gauche, la valve mitrale qui sépare le ventricule gauche de l'oreillette gauche qui se trouve ici, et le départ de l'aorte ici avec la valve aortique. Donc en systole, le sang va être éjecté du ventricule gauche dans l'aorte et en diastole, le sang va venir de l'oreillette gauche dans le ventricule gauche, comme ceci. De l'autre côté à droite, on retrouve notre ventricule droit, notre oreillette droite, la valve tricuspidienne. Le sang va ensuite être éjecté dans le tronc de l'artère pulmonaire ici, au travers de la valve pulmonaire. On revient sur l'anatomie et les valves cardiaques sur ces 2 schémas. Ici, les valves ventriculo-auriculaire ou auriculo-ventriculaire, à gauche la valve mitrale, à droite la valve tricuspide qui sépare donc les oreillettes des 2 ventricules. Ensuite, le sang sera éjecté des ventricules dans les artères, ventricule gauche, artère aorte, ventricule droit, artère pulmonaire lors de la systole. On a ici la valve aortique et ici la valve pulmonaire.
On enchaîne avec le cycle cardiaque, des choses qui sont assez simples. La physiologie du cœur, en fait, le cœur est un muscle qui sert à éjecter le sang dans les organes pour leur fonctionnement, un fonctionnement aérobie. Tous les organes ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Cet oxygène va être transporté par du sang artériel. Le sang artériel va être éjecté par le cœur en systole. Pour que ce sang soit artérialisé et oxygéné, il faut qu'une fois qu'il est utilisé par les organes, il revienne au cœur par le système veineux, ce qu'on appelle la petite circulation. Il arrive dans les cavités cardiaques droites et va être oxygéné au niveau des poumons. Donc le cycle cardiaque, l'oxygène est transporté par le sang artériel, les globules rouges. Une fois utilisé par les organes, le sang doit être réoxygéné. Il est ramené au cœur par le système veineux et va être oxygéné au niveau pulmonaire. Donc le sang appauvri en oxygène utilisé arrive au cœur droit. D'abord l'oreillette droite par les veines caves inférieures et supérieures. Il va ensuite passer au niveau du ventricule droit. Il va être éjecté du ventricule droit dans l'artère pulmonaire jusqu'au poumon où il va être oxygéné. Le sang, une fois oxygéné, revient par les veines pulmonaires jusqu'à l'oreillette gauche du cœur. Il passe ensuite par la valve mitrale dans le ventricule gauche. Et une fois que le sang oxygéné est dans le ventricule gauche, il va pouvoir être éjecté en systole dans le système artériel, en particulier donc dans l'artère aorte pour oxygéner tous les organes. On revient sur la petite circulation. Une fois que le sang a été utilisé par les organes périphériques, il est donc appauvri en oxygène. Il est drainé par le système veineux, tout le sang de la partie supérieure du cœur par le système cave supérieur, le sang de la partie inférieure par le système cave inférieur. Il remonte dans l'oreillette droite. Donc les oreillettes droites vont recevoir ce sang veineux par les deux veines caves, dont on va voir après sur l'anatomie l'abouchement. Ensuite, le sang donc est dans l'oreillette droite pauvre en oxygène. Il passe dans le ventricule droit lors de la diastole du ventricule droit. Il va être éjecté par la valve pulmonaire dans l'artère pulmonaire et va être oxygéné au niveau des poumons. Le sang oxygéné des poumons est ramené au cœur via les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Une fois dans l'oreillette gauche, il passe par la mitrale dans le ventricule gauche, c'est la diastole du ventricule gauche. Une fois dans le ventricule gauche, il est éjecté pour être utilisé par les organes dans l'artère aorte, c'est la systole du ventricule gauche. Donc on revoit ici les 4 temps du cycle cardiaque. Donc d'abord la diastole auriculaire, le sang pauvre en oxygène revient par les veines caves inférieures et supérieures dans l'oreillette droite, et le sang qui a été oxygéné arrive par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Ensuite la diastole ventriculaire, les valves auriculo-ventriculaires vont s'ouvrir et laisser passer le sang des oreillettes dans les ventricules. C'est donc la diastole. Une fois que le sang est dans les ventricules, il va être éjecté dans l'artère aorte ici et dans l'artère pulmonaire ici pour être oxygéné et être utilisé. C'est la systole des ventricules. Je vous propose de voir, grâce à un examen complémentaire qu'on appelle l'échographie cardiaque, qu'on redétaillera un petit peu plus tard dans les conférences de cardiologie, la façon d'analyser assez simplement la systole et la diastole en pratique quotidienne. Donc on a ici une boucle d'échographie cardiaque. Une sonde est posée sur le sternum du patient, va émettre des ultrasons qui vont être récupérés par la sonde et analyser la structure cardiaque. Donc ici, on peut analyser la pointe du ventricule gauche, toute la paroi musculaire latérale et septale du ventricule gauche. Ici, on a la valve auriculo-ventriculaire qui est la valve mitrale qui sépare le ventricule gauche en haut de l'oreillette gauche en bas. Ici, on a le départ de l'aorte qu'on devine ici avec la valve aortique. Donc on va voir en systole la contraction du ventricule gauche et l'éjection du sang au travers de la valve aortique ici qui va donc s'ouvrir en systole. Pendant ce temps-là, la valve mitrale va être fermée et on va voir la diastole, le sang arriver de l'oreillette gauche dans le ventricule gauche ici, la valve mitrale va être grande ouverte et la valve aortique va être fermée. Donc voilà, on analyse les boucles, les différents temps de la contraction cardiaque. Donc d'abord la dilatation qui correspond à la diastole du ventricule, au remplissage, puis la contraction, le moment où le ventricule va être de taille plus petite, le sang va être éjecté au travers la valve aortique dans la circulation artérielle. On va maintenant parler de la vascularisation du cœur. Pour fonctionner, le cœur est un muscle, est un organe comme les autres, il a besoin de sang oxygéné et son sang oxygéné, une fois utilisé, va être drainé par un système veineux. Le sang oxygéné cardiaque, donc la vascularisation du cœur, se fait par des artères qu'on appelle des artères coronaires. Simplement, les artères coronaires, en gros, il y en a deux. Il y a une artère coronaire gauche, une artère coronaire droite. On va commencer par détailler l'anatomie de la coronaire gauche. D'abord, un tronc commun qui est une grosse artère, le tronc commun coronaire gauche. La pathologie du tronc commun est une des pathologies les plus graves en cardiologie. Le tronc commun va se diviser en deux artères, l'interventriculaire antérieure ou IVA qui va vasculariser toute la partie antérieure et septale du muscle cardiaque. La deuxième artère, la circonflexe, qui va vasculariser toute la partie latérale du muscle cardiaque. La deuxième artère coronaire est la coronaire droite. Elle va vasculariser toute la paroi inféro-basale du cœur et donner des branches qui vont vasculariser le ventricule droit.
Ces coronaires sont perfusés en diastole, ça c'est une notion qui est très importante, elles ne peuvent pas être en systole puisqu'à ce moment-là le ventricule gauche est contracté, il y aurait un écrasement de ces artères, donc c'est en diastole qu'elles vont être vascularisées. Enfin, le sang utilisé par le muscle cardiaque appauvri en oxygène va être drainé vers le système cave par ce qu'on appelle le sinus coronaire. Donc on revoit ici sur ce schéma la disposition des artères. Ici, au départ de l'aorte, on aurait le tronc commun coronaire gauche qui va se diviser en artère circonflexe et artère antérieure. On voit ici le cheminement de l'artère antérieure sur la paroi antérieure du cœur. Cette artère donne des branches latérales qui sont des diagonales et des septales un petit peu moins importantes. L'artère circonflexe ici qui va donner des artères marginales qui va vasculariser la partie latérale du cœur. Donc évidemment, c'est ce territoire-là qui est le plus important. Par exemple, si on imagine qu'une artère ici est bouchée, il y aura un infarctus de toute la partie antérieure du cœur, une pathologie fréquente en cardiologie. La deuxième artère coronaire, la coronaire droite, qui vascularise, comme on le voit ici, toute la paroi inféro-basale du cœur et qui va donner des branches pour le ventricule droit. Je vous propose, comme on avait vu tout à l'heure, de voir par un examen complémentaire courant qu'on appelle coronarographie, la vascularisation du muscle cardiaque. La coronarographie est un examen qu'on redétaillera un petit peu plus tard. Il s'agit d'injecter de l'iode, un produit de contraste, dans les artères coronaires par un cathétérisme artériel, ce qui va permettre de détailler l'anatomie des artères coronaires. Donc ici, on a la vascularisation gauche avec le réseau coronaire gauche. Donc, on voit ici le tronc commun coronaire gauche qui se divise en artère antérieure, qui est là-haut, qui donne des diagonales, et en artère circonflexe un petit peu plus bas. Donc ces artères sont, je le rappelle, vascularisées en diastole, et on voit ici un réseau coronaire parfaitement lisse, normal. Les pathologies, une des pathologies les plus courantes en cardiologie qu'on verra plus tard, c'est la maladie des artères coronaires. Il s'agira de traiter des rétrécissements sur ces artères. On va voir maintenant... J'oublie à chaque fois. On va voir maintenant la deuxième artère coronaire, l'artère coronaire droite. On voit maintenant la vascularisation de la paroi inféro-basale du cœur et du ventricule droit par l'artère coronaire droite. Donc la sonde cathétérise l'origine de l'artère coronaire droite, on injecte le produit de contraste et on voit ici les différents segments de la coronaire droite, le premier, le deuxième et le troisième. À présent, on va parler des tuniques du muscle cardiaque très rapidement. Donc le cœur est un muscle, il est constitué de différents feuillets qu'on va détailler de l'intérieur vers l'extérieur en disant à chaque fois un mot sur les maladies principales. Donc le muscle cardiaque se trouve ici dans ce qu'on appelle le myocarde. Ici, on a l'endocarde, c'est la couche interne, c'est tout ce qui est cellules endothéliales, ce qui tapisse la paroi la plus interne du cœur, donc en particulier les ventricules et les valves. Les maladies de l'endocarde, qu'on appelle les endocardites en gros, sont des inflammations, des infections qui atteignent surtout les valves cardiaques et qu'on détaillera un petit peu plus tard. Le myocarde ici qui contient le muscle cardiaque et qui est vascularisé par les artères coronaires. Les maladies du myocarde sont soit des cardiopathies, des myopathies, soit des atteintes des artères qui le vascularisent, la cardiopathie ischémique, l'occlusion des artères coronaires par exemple, l'infarctus du myocarde. Et enfin la troisième tunique, le péricarde, viscéral et pariétal. Le péricarde est l'enveloppe du cœur qui sert en gros à ce qu'il puisse se contracter et se dilater normalement. Il y a toujours un petit peu de liquide dans le péricarde pour permettre ces mouvements cardiaques. Lorsqu'il y a trop de liquide, lors d'une inflammation par exemple dans le péricarde, il y a ce qu'on appelle une péricardite qui est une des causes principales de douleurs thoraciques. On revient maintenant sur l'anatomie, on va parler de la contraction cardiaque très brièvement, puisque les anomalies de la contraction cardiaque et de l'influx nerveux cardiaque sont aussi des maladies fréquentes en cardiologie. Donc le cœur est un muscle qui se contracte en permanence, de façon régulière en général et de façon autonome. Donc c'est un système nerveux autonome qui va fonctionner spontanément. L'influx nerveux cardiaque naît au niveau du nœud sinusal, dont on va voir juste après l'anatomie. Le nœud sinusal détermine la fréquence. Une fois que le nœud sinusal est activé, il va y avoir une dépolarisation des oreillettes cardiaques, en fait une contraction des oreillettes cardiaques. L'influx va se propager de proche en proche sur les cellules nerveuses et va ensuite atteindre les ventricules. Donc l'influx va se propager jusqu'au nœud auriculo-ventriculaire, puis au niveau du faisceau de His, et c'est la mise en action de ce faisceau de His qui va permettre la contraction des ventricules. Une fois la contraction terminée, il va y avoir une repolarisation, ça veut dire que l'influx va en gros s'inverser et les cellules cardiaques vont revenir à leur état de base, le cœur va revenir à sa position initiale et repartir pour une nouvelle contraction. Donc on voit ici le cœur avec les oreillettes, les ventricules, les valves, les artères.
L'influx naît spontanément au niveau du nœud sinusal. Il va se propager au niveau de l'oreillette droite et de l'oreillette gauche. Les deux oreillettes vont se contracter grâce à un phénomène de dépolarisation, un phénomène ionique. Ensuite, l'influx va arriver au niveau du nœud auriculo-ventriculaire et va ensuite circuler dans le faisceau de His et le réseau de Purkinje pour la contraction par dépolarisation des ventricules. Et ensuite, il y aura une repolarisation de ces ventricules. On revoit ici la dépolarisation des cellules cardiaques, donc le nœud sinusal, la dépolarisation des oreillettes, le nœud auriculo-ventriculaire, puis les ventricules par le faisceau de His et Purkinje. On a la même chose à côté. Très rapidement, un mot sur les maladies cardiaques principales, sur 2 ou 3 diapos, avant d'enchaîner sur les signes fonctionnels en cardiologie. Donc les maladies principales correspondent aux grands symptômes en cardiologie. Comme on le verra tout à l'heure, il y a 4 grands symptômes, la douleur, l'essoufflement ou dyspnée, tout ce qui est malaise, palpitation, syncope, qui correspondent en général à des troubles du rythme ou de la conduction cardiaque, et enfin les maladies des artères qui vont donner une claudication. Donc d'abord, la douleur thoracique. La douleur thoracique est un symptôme de très fréquente consultation, comme on le verra plus tard. Elle peut être due à des maladies graves. Les maladies les plus graves sont les maladies des artères coronaires, dont je vais dire un mot juste après, les maladies de l'artère aorte, les maladies du péricarde, comme on vient de le voir, et les maladies des artères pulmonaires, comme l'embolie pulmonaire. Le deuxième grand symptôme, c'est la dyspnée ou l'essoufflement. Les 2 grandes causes qu'on traitera sont l'embolie pulmonaire et l'insuffisance cardiaque. Enfin, tout ce qui est palpitation, malaise, syncope peuvent être dus, et c'est ce qu'on détaillera tout à l'heure, à des troubles du rythme cardiaque ou à des troubles de la conduction cardiaque. On va commencer sur une diapo en donnant quelques généralités et quelques chiffres d'épidémiologie sur l'athérosclérose. Donc l'athérosclérose, c'est la maladie des artères, l'encrassement des artères dû à un cumul de facteurs de risque, en particulier le tabagisme. Les maladies secondaires à l'athérosclérose, donc en particulier cardiaque, ce qu'on appelle la cardiopathie athérosclérose ou la cardiopathie ischémique, donc un rétrécissement ou une occlusion d'artères coronaires due à des facteurs de risque, représente la première cause de mortalité en France, soit directement, soit par les conséquences qui sont l'insuffisance cardiaque de cette maladie-là. Donc on a par exemple en France par an plus de 100 000 infarctus du myocarde qui sont dus directement à cette athérosclérose et ça correspond à une grande majorité, à 10% de la mortalité globale de l'adulte. Dans les pays développés, on retrouve un petit peu les mêmes chiffres. Il y a un gradient nord-sud qui dépend du niveau de vie. Plus les pays sont industrialisés, plus les facteurs de risque sont importants et plus on risque de mourir ou d'être atteint de ces maladies d'artères coronaires. Plus on est des pays du Sud, plus il y a des règles hygiéno-diététiques différentes et moins on est à risque d'avoir ce genre de maladie. La mortalité coronaire varie en fonction de l'âge et du sexe, donc là c'est des facteurs de risque. On est plus à risque lorsqu'on est un homme, mais au moment de la ménopause, le risque va s'égaliser entre les hommes et les femmes. Deuxième grande maladie qu'on traitera en détail, l'insuffisance cardiaque. Donc il s'agit de l'incapacité du muscle cardiaque à survenir aux besoins du cœur. Qu'il s'agit d'une maladie du muscle cardiaque, de l'éjection du sang, de la systole, soit du remplissage du muscle cardiaque, de la diastole. Donc on voit que c'est le motif le plus fréquent de consultation dans le monde, l'insuffisance cardiaque. La première cause d'insuffisance cardiaque est la maladie des artères coronaires, donc l'infarctus. La mortalité est très sévère et plus importante que la majorité des cancers. Et en France, 1 million de personnes sont atteintes d'insuffisance cardiaque. C'est une maladie qui est en général du sujet âgé, puisqu'on voit que plus de 70% des cas atteignent des sujets de plus de 64 ans. Enfin, la troisième grande maladie, qu'on détaillera également plus tard, l'hypertension artérielle. L'hypertension est un facteur de risque cardiovasculaire et maintenant une maladie à part entière. Donc on voit que c'est une maladie fréquente. Plus d'un quart de la population risque d'être atteinte après 35 ans, qui augmente après l'âge. À plus de 75 ans, une personne sur 2. L'incidence est très importante, comme on peut le voir là, et la mortalité est élevée, puisqu'elle est liée directement au risque d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde et de maladies des artères des membres inférieurs. La deuxième partie maintenant de ce premier cours, on va voir les signes fonctionnels en cardiologie et les différentes maladies qui en découlent. J'irai un peu rapidement sur certaines maladies puisqu'elles seront redétaillées dans le deuxième cours de cardiologie, les grandes maladies. Donc il y a 5 grands signes fonctionnels en cardiologie qu'on va détailler un par un. Le premier, la douleur thoracique. Le deuxième, la dyspnée ou l'essoufflement anormal. Troisième, palpitation, sensation anormale du rythme cardiaque. Ensuite, tout ce qui est malaise, vertige, syncope, perte de connaissance. Et le dernier, qu'on verra un peu plus rapidement, la claudication intermittente qui correspond à des douleurs des membres inférieurs à la marche. Le premier symptôme, le plus important, la douleur thoracique. Pourquoi le plus important? Puisque une douleur thoracique peut être liée à certaines maladies cardiaques et vasculaires, potentiellement mortelles, si elles ne sont pas diagnostiquées et traitées à temps. La première des urgences est le syndrome coronarien, la maladie de l'artère coronaire, qu'on appelait avant infarctus du myocarde. On parle maintenant de syndrome coronarien aigu, avec ou sans sus décalage du ST. On redétaillera un petit peu plus tard cette définition.
Deuxième cause grave de douleur thoracique, la péricardite, la présence de liquide inflammatoire dans l'enveloppe du cœur, le péricarde. En tant que tel, ce n'est pas une maladie bien grave, mais une de ces complications qu'on appelle la tamponnade, lorsqu'il y a beaucoup de liquide, le cœur ne va pas fonctionner normalement et on peut désamorcer la pompe cardiaque et il y a un risque mortel à ce moment-là. Troisième grande maladie, l'embolie pulmonaire. La présence d'un caillot, d'un thrombus dans le tronc d'une artère pulmonaire peut se traduire soit par une douleur thoracique, soit par un essoufflement et également un risque de morbimortalité important. Enfin, la dernière maladie qui est peut-être finalement la plus grave, la dissection de l'aorte, une anomalie au niveau de la paroi de l'artère aorte qui risque de se déchirer lors de poussées tensionnelles sévères. Lorsqu'il y a une dissection de la paroi aortique, le sang va se déverser dans le médiastin et donc la mortalité est très importante si les patients ne sont pas pris en charge très rapidement. Alors on va commencer par la douleur thoracique. Le plus important lorsqu'un patient consulte pour une douleur thoracique est de caractériser la douleur. En fonction de son étiologie, la douleur va avoir des caractéristiques particulières. Parfois les douleurs sont atypiques, mais on va voir vraiment les formes classiques. Donc il faut toujours voir le siège de la douleur. Est-ce qu'elle est rétrosternale? Est-ce qu'elle est plutôt épigastrique? Est-ce qu'elle est au niveau des épaules? Donc ça c'est très important, c'est des signes d'interrogatoire. Le type de la douleur, il faut voir si c'est une douleur qui serre, qui est constrictive, qui pique, un type donc, de picotement qui ne fait pas trop origine cardiaque ou vasculaire, ou une douleur à type de brûlure, plutôt d'origine digestive. Un autre critère très important, la présence d'irradiation. Les douleurs d'origine cardiaque vasculaire coronarienne ont des irradiations dans leur forme typique. Elles sont rétrosternales, elles serrent, elles peuvent irradier dans la mâchoire, dans les bras, dans les épaules, donc c'est très important de demander au patient si la douleur est migratrice. Par exemple, au niveau de la dissection aortique, la douleur débute au niveau du médiastin antérieur, du thorax antérieur, puis va migrer en fonction que la dissection va progresser sur l'artère aorte. Le mode de survenue très important, une douleur qui survient initialement au repos est potentiellement plus grave qu'une douleur qui apparaît d'abord pour des efforts, puis survient au repos. Il faut toujours demander s'il y a une position antalgique ou un traitement antalgique et la durée de la douleur. La conduite à tenir pour un patient qui se présente aux urgences pour une douleur thoracique, d'abord donc l'interroger, on va voir ses antécédents, ses facteurs de risque cardiovasculaires. Un patient ayant beaucoup de facteurs de risque et déjà eu des maladies cardiaques est à risque de recommencer. Ensuite, le patient va bénéficier d'un examen clinique complet qu'on détaillera dans le cours approprié. Ensuite, certains examens complémentaires sont obligatoires, indispensables devant une douleur thoracique aux urgences. On commence toujours par un électrocardiogramme. L'électrocardiogramme est l'examen qui va permettre de voir s'il y a un infarctus, une occlusion artère coronaire, des signes indirects en faveur d'une embolie pulmonaire, des signes directs en faveur d'une péricardite, voire dans certains cas des signes secondaires à une dissection aortique. Un bilan biologique est obligatoire et on va doser certains marqueurs qui peuvent être plus ou moins spécifiques des maladies cardiaques. Le premier marqueur est la troponine. La troponine est un marqueur biologique, c'est une protéine de la contraction cardiaque. Lors d'un infarctus ou d'un syndrome coronarien, il y a un risque d'élévation de la troponine. Si la troponine est élevée, on est sûr que c'est une maladie des artères coronaires. D'où l'intérêt de ce dosage qui devra être répété, parce que la troponine va pouvoir augmenter petit à petit, puis diminuer lorsque le patient sera traité. Un autre marqueur, les dédimères, c'est un marqueur de coagulation. La présence élevée de dédimères dans le sang est un facteur qui peut orienter vers la présence d'un thrombus, par exemple d'une embolie pulmonaire. Les gaz du sang sont à réaliser uniquement en cas de suspicion d'embolie pulmonaire, comme on le verra après. La CRP, un marqueur de l'inflammation qui sera très augmenté dans la péricardite virale, par exemple. Autre examen, l'échographie cardiaque. Comme on l'a vu tout à l'heure, elle permet d'analyser la contraction, la relaxation du cœur. On verra des anomalies de contraction en cas d'infarctus. On verra la présence de liquide dans le péricarde en cas de péricardite. Et on pourra voir la présence de signes directs ou indirects de dissection aortique en cas de dissection. Enfin, en cas d'embolie pulmonaire importante, on verra une anomalie de l'artère pulmonaire et du ventricule droit. Et enfin, après ce premier bilan, en fonction de l'orientation, s'il s'agit d'une maladie des artères coronaires, on fera une coronarographie pour voir ses artères. De l'artère pulmonaire, on fera un scanner pour voir l'artère pulmonaire, etc., etc. On va maintenant parler de la douleur de l'infarctus. Cette douleur de l'infarctus s'appelle douleur d'angine de poitrine ou angor. Cette douleur est assez typique dans son type et ses irradiations. Classiquement, elle est rétrosternale en barre. Donc le patient souvent met la main sur la poitrine et par le poing montre que la douleur le serre. Elle est constrictive. Les patients utilisent souvent le mot en étau. Ils ont l'impression vraiment qu'un étau est en train de leur serrer la poitrine lorsque cette douleur apparaît. Elle irradie typiquement aux deux bras, surtout à gauche, aux deux épaules, surtout à gauche, à la mâchoire et au cou. Elle est sensible à un médicament qui s'appelle la trinitrine, qui est un médicament qui va dilater de façon rapide les artères coronaires. Donc c'est une douleur trinitrosensible. Cette douleur peut apparaître à l'effort, ce qu'on appelle l'angor stable. Le patient va présenter cette douleur d'angine de poitrine pour un effort donné et la douleur va disparaître à l'arrêt de l'effort. C'est un signe d'alerte, il faudra explorer le patient à ce moment-là. Parfois, lorsqu'elle survient au repos, on parle d'angor instable, voire d'infarctus, si elle dure longtemps et qu'elle résiste à la trinitrine.
L'électrocardiogramme va être modifié comme on le verra dans le cours approprié. On aura des anomalies de la repolarisation de l'onde T du segment ST en cas de syndrome coronarien. À quoi est due cette douleur d'angine de poitrine? On voit ici une coupe d'artère coronaire. Normalement, l'artère coronaire, sa lumière vient jusque-là pour permettre au sang de circuler normalement et de vasculariser le muscle cardiaque. En présence de facteurs de risque, il va y avoir des dépôts de plaques qu'on appelle des plaques d'athérome qui vont plus ou moins obstruer les artères. Au début, lorsque ces plaques vont être stables, les patients vont avoir des symptômes à l'effort. À l'effort, on augmente les nécessités en oxygène du muscle cardiaque. Donc le sang va être débité de façon un peu plus importante. S'il y a un rétrécissement, à l'effort, le sang n'arrive pas bien au muscle cardiaque et ça va se traduire par une douleur thoracique. Au repos, pas de douleur. Petit à petit, ces plaques risquent d'être de plus en plus importantes. Donc les douleurs vont survenir pour des efforts de plus en plus minimes, voire au repos. Et enfin, il peut y avoir une obstruction complète de l'artère en cas d'infarctus du myocarde. Les facteurs de risque qu'il faut absolument connaître, qu'il faut dépister à l'interrogatoire et traiter en prévention primaire ou secondaire, sont d'abord l'âge et le sexe évidemment, après 45-50 ans chez l'homme, 50-55 ans chez la femme. Le sexe plutôt chez l'homme au début, puis un risque égal après la ménopause entre l'homme et la femme. L'hérédité cardiovasculaire, la présence d'antécédents cardiaques ou vasculaires chez les parents. Les hypercholestérolémies, l'élévation du cholestérol dans le sang. Le tabagisme, actif ou passif. La présence de diabète, à l'insuline ou non insulinodépendant. La présence d'une hypertension artérielle traitée ou non traitée, et enfin d'autres facteurs de risque comme l'obésité, la sédentarité, le stress, etc., etc. Tous ces facteurs de risque doivent être pris en charge aussi bien que la lésion de l'artère coronaire elle-même. Donc on revoit ici une artère coronaire normale, le sang circule normalement à l'effort comme au repos. Ici on voit le développement d'une plaque d'athérome sur cette paroi qui va limiter à l'effort le passage du sang, et ici un rétrécissement sévère qui même au repos risque de limiter le passage du sang. Donc il va y avoir une inadaptation entre les besoins en oxygène des organes et en particulier du muscle cardiaque et les apports. La douleur thoracique, donc on a revu tout à l'heure ces types, donc on revoit typiquement un patient âgé qui se tient la poitrine, qui a une douleur rétrosternale en barre. Cette douleur survient typiquement en post-prandial ou au froid, et on voit ici en rouge la zone typique rétrosternale mammaire gauche avec irradiation au bras gauche. Ici, on retrouve la zone typique de l'angine de poitrine rétrosternale, les irradiations au cou, à la mâchoire, aux deux bras, surtout à gauche, et parfois même la douleur peut aller jusqu'au poignet. L'électrocardiogramme, comme on le verra un petit peu plus tard en détail, on peut avoir des anomalies au niveau de la repolarisation. La repolarisation des deux ventricules, c'est l'onde T, le segment ST qu'on voit ici. En cas de syndrome coronarien, on aura un sus-décalage, un sous-décalage de ce segment, ou alors une onde T géante ou une onde T négative. On en reparlera un petit peu plus tard. Les examens qu'il faut réaliser, donc la biologie, comme on l'a vu tout à l'heure, la troponine en particulier, l'échographie cardiaque qui va permettre de voir si des zones du cœur se contractent moins bien, ce qui voudra dire que l'artère qui vascularise cette zone est malade. S'il n'y a pas d'anomalie, si le patient a des symptômes seulement à l'effort, il faut lui faire un test d'effort. Donc le test d'effort, vous voyez que le patient est assis sur un vélo, il peut aussi pédaler sur un tapis roulant, et on lui fait un électrocardiogramme pendant l'effort. On peut voir à l'effort l'apparition d'une douleur, l'anomalie de la repolarisation sus décalage du ST ou des anomalies tensionnelles. En cas de présence d'une de ces anomalies, le patient doit être hospitalisé. On va explorer ses artères coronaires par une coronarographie, comme on l'a vu tout à l'heure. Comment traiter un angor stable? Donc une douleur d'angine de poitrine qui survient uniquement à l'effort et qui cède au repos. Donc d'abord, il faut lutter contre tous les facteurs de risque, prévention primaire et secondaire, tabagisme, hypertension, cholestérol, etc. Le premier médicament qu'on doit utiliser, un antiagrégant, des médicaments comme l'aspirine qui à très faible dose fluidifie le sang au niveau des artères et qui limite les risques d'occlusion. Les bêta-bloquants sont des médicaments dont on reparlera qui ralentissent la fréquence cardiaque et qui ralentissent la contraction du cœur en l'améliorant. Plus le cœur est lent, moins il a besoin d'oxygène pour fonctionner et moins on a de risque d'angine de poitrine. On va tout de suite passer aux dérivés nitrés, la trinitrine. Il s'agit de bombes en général, de médicaments qu'on appelle du natispray, que les patients se font sous la langue pour avoir un effet rapide. Et il va y avoir une dilatation aiguë des artères coronaires, ce qui, lorsqu'elles vont être rétrécies, va permettre de les réouvrir un petit peu et de faire céder la douleur immédiatement. La statine est un médicament qui va lutter contre l'hypercholestérolémie et on reparlera un petit peu plus tard des IEC, inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ces médicaments jouent sur la paroi des artères et également en prévention diminuent les risques de récidive d'angine de poitrine. Il faut également traiter la lésion responsable. Donc si le test d'effort est positif, on va faire une coronarographie au patient. Donc c'est un examen invasif, on va introduire des sondes par une artère, fémorale ou radiale. Ces sondes vont être montées jusqu'au début des artères coronaires et on va injecter un produit de contraste qui va vasculariser la coronaire droite, la coronaire gauche, l'IVA et la circonflexe. On peut également traiter une artère malade, comme on le voit ici. Par exemple, on voit un rétrécissement important sur une artère coronaire. La sonde de coronarographie passe au travers de ce rétrécissement.
on gonfle un ballon qui va permettre d'écraser la plaque d'athérome, et ensuite on va déployer un petit ressort qu'on appelle stent, on en reparlera plus tard, qui va permettre de maintenir de façon permanente un calibre normal de l'artère. Deuxième façon de traiter une lésion des artères coronaires lorsqu'elle est inaccessible à une angioplastie, c'est le pontage orthocoronaire, la chirurgie. La chirurgie, le principe est simple, il faut passer au-dessus du rétrécissement de l'artère coronaire, comme ici par exemple, on voit une occlusion sur cette artère-là. On va passer au-dessus de ce rétrécissement en créant un pont en aval et en amont de la lésion. Donc pour avoir ce pont, on peut utiliser des artères, artères mammaires, artères radiales ou des veines, en général les veines saphènes qui sont prélevées. Donc on a ici un pontage qui va de l'aorte jusqu'à cette zone de l'artère et qui va shunter ici l'occlusion de l'artère coronaire. Deuxième grand type de syndrome coronarien, on vient de voir l'angor stable, c'est l'angor instable. On appelle ça des syndromes coronariens sans sus-décalage du ST. Donc le patient va avoir la douleur d'angine de poitrine, mais au repos. Cette douleur va être due à une déstabilisation de la plaque d'athérome qui petit à petit va risquer de l'obstruer comme on le voit ici. Donc les caractéristiques de la douleur est angineuse typique, elle répond toujours à la trinitrine, on dit qu'elle est trinitrosensible et elle a une durée inférieure à 20 minutes. L'examen clinique du patient est le même, on réalise ensuite un dosage biologique de l'atropinine qui peut être un petit peu augmenté et on réalise un électrocardiogramme. On va avoir des anomalies de la repolarisation, donc l'ONT et le segment ST. On a par exemple ici des négativations et un sous-décalage de l'ONT et du segment ST qui sont caractéristiques de cette maladie-là. Donc le patient doit être rapidement hospitalisé, on lui dose l'atropinine qui va pouvoir être augmentée plus ou moins rapidement et de façon plus ou moins importante, mais ce n'est pas obligatoire dans ce cas-là. Ensuite, il va falloir le traiter. Donc il est hospitalisé en USIC, en soins intensifs coronariens. On utilise comme tout à l'heure les antiagrégants, on donne des associations d'antiagrégants pour fluidifier au mieux possible le sang. On va même utiliser des anticoagulants qui vont diminuer le risque et voire faire fondre des caillots intracoronaires. On utilise toujours nos bêta-bloquants, notre dérivé nitré, notre statine. Et rapidement, on va réaliser une coronarographie pour traiter le patient. Il n'est ici bien sûr pas question, compte tenu des symptômes de repos, de lui faire un test d'effort. Troisième type de syndrome coronarien, avec sus-décalage du ST. Ici, l'artère est complètement occluse par le caillot et évidemment, c'est un infarctus du myocarde. Si l'artère est occluse pendant longtemps, le muscle cardiaque en aval de l'occlusion de cette artère va souffrir et se nécroser avec un risque d'insuffisance cardiaque secondaire. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est dû à l'occlusion d'une artère coronaire, qu'on voit ici sur une image de coronarographie, qu'on va pouvoir dilater, stenter dans un deuxième temps. Donc, cliniquement, la douleur est de repos, elle est trinitro-résistante, l'artère est bouchée, donc la trinitrine, même en la dilatant un peu, ne va pas avoir d'effet, et elle est due à l'occlusion d'une artère coronaire. Les patients ont quasiment toujours des facteurs de risque cardiovasculaire, la douleur est caractéristique d'angine de poitrine. Biologiquement, on aura toujours une élévation de l'atropinine plus ou moins importante. Les examens complémentaires, surtout l'échographie et la coronarographie, vont montrer des signes en rapport avec cette occlusion. L'électrocardiogramme montre un sus-décalage du segment ST, donc on voit ici l'anomalie de la repolarisation des ventricules avec un miroir, un sous-décalage dans les autres dérivations. Ici on a une nécrose en V1, V2, V3, V4, avec un miroir en inférieur. On reparlera un petit peu plus tard de ces anomalies électriques. On réalise en urgence une coronarographie qui permet de voir ici par exemple l'occlusion d'une artère, l'IVA, et comme tout à l'heure, on va passer un guide, dilater cette artère au ballon, mettre un stent et récupérer une circulation artérielle normale qui va permettre de limiter les dégâts sur le myocarde et de faire disparaître la douleur. Ici par exemple, on a de nouveau le sus-décalage typique de l'infarctus dans d'autres dérivations qui correspondent à d'autres artères coronaires malades. Également la coronarographie, on voit l'occlusion de la coronaire droite à cet endroit qui va être dilatée et on retrouve ici un calibre normal d'artère et une vascularisation normale du muscle cardiaque. Le traitement, c'est quasiment le même que pour l'angor instable, l'hospitalisation en USIC, un peu d'oxygène puisque l'artère est bouchée, une association d'antiagrégants, d'anticoagulants, de bêta-bloquants qu'il faudra débuter prudemment. La trinitrine n'a pas d'intérêt puisque l'artère est occluse et surtout il faut dilater, réouvrir l'artère en urgence, soit par une coronarographie comme on vient de le voir, soit en utilisant, lorsque la coronarographie n'est pas réalisable, un produit qui s'appelle un thrombolytique qui en intraveineux va permettre de désocclure l'artère en faisant fondre le caillot qui s'y trouve. On va voir ici en imagerie une coronarographie réalisée en urgence au cours d'un infarctus ou d'un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du ST chez un patient. Donc il s'agissait d'un infarctus inférieur, le patient avait des anomalies de la repolarisation dans les dérivations du territoire inférieur. Donc la coronarographie réalisée en urgence va permettre de voir ici l'injection de produit de contraste dans l'artère coronaire droite et l'occlusion au niveau de la coronaire droite du deuxième segment ici de cette artère. En traitement, on voit comme vous le voyez ici, passer un guide au travers de cette artère et gonfler un ballon. Et on va voir ici le résultat final, la revascularisation de l'artère
Un deuxième type l'angor fonctionnel. Les artères coronaires sont normales, mais elles vont soit se spasmer à l'occasion d'une décharge adrénergique, ce qu'on appelle l'angor spastique, ou alors il va y avoir un défaut de vascularisation du muscle cardiaque, soit par une anémie, s'il y a moins de sang, il y a moins de globules rouges et donc on risque d'avoir une douleur, soit par des anomalies du rythme ou de la fréquence cardiaque. Donc, par exemple, ici on a une coronarographie d'un patient qui a des coronaires normales mais qui ont tendance à se spasmer. Elles s'occluent ici et lorsqu'on injecte un produit, un dérivé nitré en intracoronaire, on retrouve une vascularisation normale du muscle cardiaque. Il s'agit de formes très atypiques et rares. Les médicaments de l'infarctus. Tout patient ayant eu un infarctus ou même une lésion coronaire, angor stable ou instable, a besoin d'un traitement de fond. Ce traitement, c'est toujours les antiagrégants qu'il faudra garder en général pour une longue période. L'anticoagulant n'est utilisé que lors de la phase aiguë. Ensuite, les bêta-bloquants. Plus le cœur est lent, proche de 50-60 par minute, moins on a besoin d'oxygène et mieux on sera et moins on aura de risque de douleur thoracique. Les statines, pour limiter le risque d'hypercholestérolémie, sont obligatoires. Les IEC sont des médicaments qui vont éviter que le cœur se déforme après un infarctus. Et puis, toujours, lutter contre les facteurs de risque, des huiles de poisson péros, éviter le tabagisme, l'hypertension, etc., etc. Deuxième maladie qui peut donner douleur thoracique, la péricardite. Donc en général, il s'agit d'un patient jeune, sans facteur de risque, qui dans un contexte viral va avoir une inflammation diffuse qui peut atteindre l'enveloppe du cœur, le péricarde. La douleur va être différente, elle va être médiane, prolongée, elle peut ressembler à celle d'un infarctus. Par contre, comme les douleurs sont dues à l'enveloppe cardiaque, à l'inspiration, le cœur va être mobilisé par le retour veineux et la douleur va être augmentée, elle sera calmée par l'antéflexion. À l'électrocardiogramme, on va avoir des signes en rapport avec du liquide dans le péricarde et l'examen clé est l'échographie cardiaque qui va permettre de voir le liquide autour de ce cœur dans le péricarde. À l'électrocardiogramme, on a donc un sus-décalage comme dans l'infarctus, mais qui est diffus dans toutes les dérivations. Il n'y a pas de miroir contrairement à l'infarctus, ce qui est très important. Un deuxième signe, le sous-décalage du segment PR ici, qui est assez classique de la péricardite. On fait une échographie cardiaque qui va permettre de voir du liquide dans le péricarde, ici, tout autour du muscle cardiaque. Et il va falloir donc traiter ce patient. Le traitement, c'est simple, c'est des anti-inflammatoires avec du repos, comme pour tout syndrome viral. Troisième maladie qui est beaucoup plus grave et rare que les précédentes, la dissection aortique. Comme on l'a vu tout à l'heure, il s'agit d'une déchirure de la paroi de l'aorte qui peut être due soit à une maladie du tissu élastique, maladie de Marfan par exemple, soit à une poussée sévère d'hypertension artérielle. La douleur est brutale, elle est déchirante, à type de coup de poignard, et elle va migrer, étant donné que la dissection va risquer de se propager tout au long de l'artère aorte. Donc ça, c'est une caractéristique majeure de la douleur de dissection aortique. Les examens complémentaires vont permettre de voir une aorte dilatée et parfois une aorte disséquée. Donc on a par exemple ici les différents types de dissection, soit toute l'aorte comme on le voit ici, soit l'aorte initiale comme on le voit là, qui est une des formes les plus graves, soit l'aorte sans atteinte de l'aorte initiale comme on le voit là. À la radiothorax, on verra une grosse aorte par l'élargissement du médiastin. Un des examens clés est le scanner thoracique. On voit ici par exemple sur cet angioscanner un trait de dissection sur la crosse aortique. On retrouve ici la dissection. Donc, au niveau de la paroi de l'aorte, il va y avoir une petite fissuration, le sang va y passer et va créer un faux chenal dans lequel le sang va circuler. On voit ici en coupe anatomique l'aorte normale, le faux chenal ici dans lequel le sang risque de circuler et le vrai chenal, le sang artériel continue de passer pour un fonctionnement normal des organes. L'échographie cardiaque va permettre de voir une dilatation de l'aorte ici. On a vu l'image du scanner juste avant. Un examen qui s'appelle l'écho transœsophagienne. On passe une sonde d'échographie dans l'œsophage du patient et ça permet de voir l'artère aorte du patient. Ça permet de voir ici le trait de dissection, de déchirure sur la paroi de l'aorte. Le traitement, il est chirurgical comme on va le voir juste après. On retrouve ici l'image du scanner que je vous avais montré précédemment avec le trait de dissection sur la crosse aortique. Donc d'abord des antalgiques puisque ça fait très mal. Souvent il y a une poussée de tension, il faut utiliser des antihypertenseurs par voie intraveineuse, parfois une association, et le traitement va être chirurgical, uniquement chirurgical dans les formes classiques. Donc il va s'agir de remplacer l'aorte initiale en mettant un tube prothétique, de réimplanter les artères coronaires dans cette aorte initiale, et parfois de compléter le geste chirurgical en fonction de l'étendue de la dissection. Donc vous l'avez compris, c'est une maladie qui est associée à une grande mortalité. Enfin, la dernière cause de douleur thoracique, c'est l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est la présence dans l'artère pulmonaire d'un embole ou d'un caillot qui vient en général de la circulation veineuse des membres inférieurs d'une phlébite.
Les patients atteints sont des patients qui sont à risque, soit des patients immobilisés chez qui le sang va stagner longtemps, par exemple au décours d'un long vol en avion, des patients qui ont des anomalies de la coagulation qui vont avoir tendance à faire des caillots, et enfin des patients qui peuvent avoir des maladies au niveau des veines. Donc l'embolie pulmonaire, un patient ayant ces facteurs de risque va avoir une association de douleur thoracique due à l'occlusion de l'artère pulmonaire et d'un essoufflement, puisqu'il va y avoir un défaut d'oxygénation du sang, puisque l'artère pulmonaire, une des artères pulmonaires risque d'être occluse. Donc il va y avoir une tachypnée, une polypnée, une douleur thoracique. Les examens complémentaires, la radiothorax peut montrer des anomalies très aspécifiques, l'électro également. Les dédimères sont des marqueurs biologiques de la coagulation, vont être forcément augmentés. On réalise des gaz du sang pour analyser l'oxygénation. Il va y avoir une hypoxie et une hypocapnie du fait de l'occlusion d'une artère coronaire. Et enfin, le marqueur BNP, qui est un marqueur de l'insuffisance cardiaque, va être négatif. L'essoufflement du patient n'est pas dû à l'insuffisance cardiaque, il est dû à une autre maladie. Un examen clé, c'est la radiothorax. On voit ici par exemple une zone d'atélectasie, une zone non ventilée, mal perfusée, due à l'embolie pulmonaire. L'examen clé est l'angioscanner qui permet de voir ici un énorme caillot dans le tronc de l'artère pulmonaire droite. Il va falloir traiter ce caillot en donnant un traitement anticoagulant qui va le faire fondre. Donc le traitement, le repos, les antalgiques et l'oxygène évidemment, et surtout l'anticoagulation efficace, l'héparine qui va dans un premier temps permettre de faire fondre le caillot, puis un relais par des anticoagulants péros qu'on appelle des antivitamines K. Le traitement est pour 6 mois. Deuxième grand signe fonctionnel, la dyspnée. Deux grandes maladies qu'on va voir maintenant, l'insuffisance cardiaque, puis de nouveau l'embolie pulmonaire, sur laquelle je passerai donc très rapidement. Pour la dyspnée, c'est comme pour la douleur thoracique, on interroge le patient sur ses symptômes, sur ses antécédents, on va faire un bilan biologique et un bilan non biologique. Le bilan biologique, il est standard, et surtout, on doit réaliser systématiquement des gaz du sang qui vont permettre d'analyser l'oxygénation du sang. Il faut toujours réaliser un électro pour voir si cette dyspnée est due à une maladie cardiaque ou des artères pulmonaires. Une radio pulmonaire pour analyser précisément le parenchyme pulmonaire et la taille du cœur. L'échographie cardiaque est indispensable. Et puis en fonction de notre orientation initiale, d'autres examens qu'on va voir maintenant. Mais avant tout, pour la dyspnée, il faut évaluer la tolérance. Une dyspnée mal tolérée peut donner des signes d'insuffisance respiratoire aiguë et d'insuffisance hémodynamique qu'on appelle un état de choc. Donc la fréquence cardiaque, il faut rechercher une tachycardie, il faut rechercher des signes de choc, une hypotension, des marbrures qui sont dues à un défaut d'oxygénation des tissus, etc., etc. On va regarder si le patient a des signes de cyanose, des signes de détresse respiratoire, auquel cas il va parfois falloir l'aider à respirer en l'endormant et en le faisant respirer grâce à une machine, un ventilateur mécanique. Donc pour corriger ces défaillances, l'hypotension, le choc, ce sera soit du remplissage, soit un support inotrope, et la défaillance respiratoire, l'oxygénothérapie, soit au masque, à la lunette, si le patient est conscient, soit une intubation pour une ventilation mécanique sinon. Et il faudra chercher la cause de la dyspnée et la traiter le plus rapidement possible. Si le patient est interrogeable, on va faire comme tout à l'heure, essayer de comprendre toutes les causes possibles de cette dyspnée. Sinon, on l'interrogera plus tard, on va voir avec ses proches. Il faut caractériser la dyspnée comme on caractérisait la douleur thoracique. Est-ce que c'est une dyspnée aiguë? Est-ce que c'est une dyspnée chronique qui s'aggrave petit à petit? Est-ce qu'elle a des liens avec les forces? Est-ce qu'il y a des positions qui l'améliorent, etc., etc. On va ensuite examiner le patient. Si le patient a un examen strictement normal, la dyspnée n'est probablement pas due à une maladie cardiaque ou pulmonaire, mais ça peut être une embolie, il ne faut pas se laisser avoir. Et donc c'est le bilan paraclinique qui va permettre de connaître la cause. Ça peut être une anémie, un épanchement péricardique important, un problème rénal, d'où l'importance du bilan biologique initial. Par contre, en général, on a une anomalie auscultatoire. Si la dyspnée est plutôt inspiratoire, il faudra chercher une cause haute, ORL, laryngée, qu'on ne va pas traiter là. Si la dyspnée est plutôt expiratoire, une cause basse, on va chercher une anomalie spastique des bronches, des râles sibilants, ou des râles crépitants d'insuffisance cardiaque, comme on va le voir un petit peu plus tard. On termine l'examen clinique du patient et on va surtout s'attarder à ausculter ses champs pulmonaires. L'anomalie qu'on va rechercher est la présence de râles, des râles crépitants qui traduisent la présence d'un œdème au niveau des poumons. Cet œdème peut être dû à de l'insuffisance cardiaque, il peut également être dû à une infection pulmonaire. On va également rechercher des râles sibilants, qui sont dus à un spasme des bronches au niveau distal. Ce spasme peut être dû à une maladie asthmatique et une bronchite chronique, mais parfois aussi à une insuffisance cardiaque. Le reste de l'examen, la percussion, la transmission des vibrations vocales, la mesure du débit expiratoire de pointe, on le redétaillera lorsqu'on verra l'examen clinique en cardiologie. Les examens en première intention, donc on les a détaillés tout à l'heure, il ne faut pas oublier évidemment les gaz du sang qui sont des examens fondamentaux et un autre nouveau qui est un marqueur biologique, brain natriurétique peptide BNP. Il est très élevé uniquement dans l'insuffisance cardiaque ou dans l'embolie pulmonaire sévère. Il sera bas dans les autres causes de dyspnée.
Selon l'orientation, si on pense à une embolie pulmonaire, il faudra aller rapidement à l'angioscanner. Si on pense à de l'insuffisance cardiaque, il faudra aller rapidement à l'échographie cardiaque, voire à la coronarographie dans certains cas. Si on pense à une maladie pulmonaire pure, ce sera plutôt fibroscopie, scanner pulmonaire, comme vous l'avez vu au cours de pneumologie. Les deux grandes causes de dyspnée aiguë qu'on va voir rapidement, l'œdème pulmonaire et l'embolie pulmonaire. L'œdème pulmonaire, c'est l'œdème dans les poumons dû à une défaillance cardiaque aiguë, une insuffisance cardiaque aiguë. Donc les patients ont souvent une maladie cardiaque sous-jacente. Cette maladie cardiaque sous-jacente va être décompensée par un facteur déclenchant, par exemple un écart de régime, une infection. À l'examen, le patient va avoir une dyspnée aiguë, il va avoir la présence de râles crépitants, donc expiratoires en général bilatéraux et symétriques, et parfois des expectorations. On réalise un bilan avec une radio de thorax qui va permettre de voir l'œdème, un électro qui va chercher une maladie cardiaque, le brain natriuretic peptide est élevé puisqu'il s'agit d'une insuffisance cardiaque, l'échographie cardiaque transthoracique va permettre de voir une anomalie de la contraction ou de la relaxation du cœur. On a ici une radio de thorax d'œdème pulmonaire, ça commence ici, donc on voit un gros cœur, une cardiomégalie, un index cardiothoracique majoré, et on voit ici la présence d'œdème alvéolo-interstitiel, bilatéral, symétrique, allant quasiment jusqu'au sommet. Le traitement, ça va être un traitement diurétique, des médicaments qui vont faire uriner au patient l'excès d'eau et de sel qui réalisent cet œdème. Et petit à petit, on va voir les champs pulmonaires se nettoyer comme on le voit là. Donc le traitement est une urgence. Le patient est hospitalisé en soins intensifs puisqu'il a beaucoup de mal à respirer. On va le mettre au repos. On va lui donner de l'oxygène, évidemment. On va donner des diurétiques de l'ANS, un des médicaments les plus fréquemment donnés, le Lasix. Ce traitement permet d'évacuer par les urines l'excès d'eau et de sel et donc permettre de diminuer l'œdème qui se trouve dans les poumons. Parfois, il y a une poussée tensionnelle associée et on la fait baisser, cette poussée tensionnelle, en donnant des antihypertenseurs intraveineux, dont la trinitrine, comme tout à l'heure, qui va dilater les artères pulmonaires et même les artères périphériques. Il faut toujours rechercher le facteur déclenchant et le traiter, et ensuite refaire le point sur la maladie cardiaque sous-jacente et la traiter également. Deuxième cause de dyspnée aiguë, on vient de la voir, l'embolie pulmonaire, donc je ne reviens pas sur les facteurs de risque. L'angioscanner qu'il faut réaliser rapidement permet de voir l'occlusion complète ou incomplète de certaines artères pulmonaires, ici sous forme d'embole qu'on voit à l'angioscanner. Et le traitement, donc en urgence, oxygène comme tout à l'heure, l'anticoagulation efficace comme tout à l'heure, et puis chercher la cause, les facteurs de risque associés et les traiter. Je passe très rapidement sur les autres causes qui ne sont pas cardiologiques. La pneumopathie par exemple, la pneumonie franche lobée aiguë que vous allez voir en pneumologie. Donc ici on a des râles crépitants du sommet à droite, un patient avec un contexte infectieux inflammatoire important, souvent des expectorations mucopurulentes associées. La radiothorax permet de voir un syndrome alvéolo-interstitiel systématisé, pas comme tout à l'heure où c'était diffus. Et le traitement va consister à l'antibiothérapie adaptée, l'oxygénothérapie et la kiné respiratoire comme on le voit ici. Les autres causes, celles avec une anomalie inspiratoire, donc ORL, je ne reviens pas dessus, et les causes de dyspnée qu'on dit cinématéria, ça veut dire sans anomalie à l'examen clinique, donc l'anémie et l'insuffisance rénale à dépister biologiquement, et enfin l'épanchement péricardique, on risque d'avoir quand même des signes cliniques, il faudra faire un électrocardiogramme, voire en cas de doute important, une échographie cardiaque transthoracique. Donc je reviens sur ce schéma un petit peu sur la démarche diagnostique. Le patient consulte pour une dyspnée. On voit s'il y a des signes de choc, des signes de détresse respiratoire. Si oui, le patient est hospitalisé en réanimation. Sinon, on l'interroge, on l'examine, on voit s'il y a des signes respiratoires. Si oui, est-ce que c'est inspiratoire, plutôt ORL laryngé? Est-ce que c'est expiratoire? À ce moment-là, il s'agit de râles sibilants, asthme, bronchite chronique, voire insuffisance cardiaque, de râles crépitants qui peuvent être dus à un œdème pulmonaire, insuffisance cardiaque aiguë, à une pneumonie, par exemple. Et s'il n'y a aucun signe, il faut rechercher la péricardite par l'échographie l'électro, l'anémie, l'insuffisance rénale par la biologie et parfois l'embolie pulmonaire par l'angioscanner. Troisième signe fonctionnel en cardiologie qu'on va voir beaucoup plus rapidement, les palpitations. Donc il s'agit d'une perception anormale du rythme cardiaque, une tachycardie qui peut être régulière ou irrégulière. Le patient, on l'interroge, on lui fait le bilan biologique classique. Une exception, c'est qu'on fait un bilan des hormones thyroïdiennes. L'hyperthyroïdie peut donner une tachycardie. On va réaliser une échographie cardiaque pour voir s'il y a une maladie cardiaque sous-jacente, un électrocardiogramme, un Holter-ECG qui va permettre d'enregistrer pendant 24 heures le rythme et la fréquence cardiaque et rechercher des signes paroxystiques. Et parfois, surtout si c'est déclenché à l'effort, on fera au patient un test d'effort pour voir si on déclenche les anomalies du rythme à l'effort. Les causes principales, c'est les anomalies du rythme cardiaque, du rythme sinusal ou au niveau de la jonction auriculo-ventriculaire. Il peut s'agir de tachycardie auriculaire, de tachycardie sinusale, de tachycardie naissant au niveau de la jonction auriculo-ventriculaire. Il peut s'agir également d'extrasystole ou de tachycardie venant des ventricules.
Lorsqu'il ne s'agit pas du tout de cela, il faut rechercher une anémie, une hyperthyroïdie qui peuvent aussi accélérer la fréquence cardiaque. Donc voilà un exemple, par exemple, d'arythmie auriculaire qu'on appelle fibrillation auriculaire. On voit sur ce tracé d'électrocardiogramme que le rythme cardiaque est irrégulier et que parfois on a l'absence de contraction des oreillettes. Donc le patient va ressentir des palpitations et il va consulter. On va essayer de remettre son rythme cardiaque régulier. On verra comment un petit peu plus tard. Ici, on a une tachycardie à 150 par minute qui naît par exemple de la jonction entre les oreillettes et les ventricules. Donc vous voyez que l'examen clé est l'électrocardiogramme de repos. Autre signe fonctionnel, le malaise, la syncope, le vertige, qui peuvent être dus à des arythmies cardiaques, mais qui peuvent également être dus à des anomalies au niveau de la conduction cardiaque, une défaillance au niveau de l'électricité du cœur, plus simplement. Donc la syncope, il s'agit d'une perte de connaissance brève, moins d'une minute, avec un retour complet à la fréquence, à l'état de conscience normal, et qui est dû à une ischémie cérébrale, un défaut de perfusion du cerveau, qui peut être dû à une maladie cardiaque, qui peut être dû à une maladie des artères carotidiennes. La conduite à tenir, elle est stéréotypée, comme d'habitude, examen clinique, interrogatoire, bilan des facteurs de risque, bilan biologique, électrocardiogramme, échographie cardiaque, Holter, et puis certains autres qu'on redétaillera un petit peu plus tard, comme le tilt test qui permet de voir s'il y a une cause vagale à cette syncope, ou l'exploration du tissu de conduction, dont on reparlera, qui s'appelle l'exploration du faisceau de His, à chaque type de syncope, son bilan. Il faut voir si la syncope survient à l'effort, donc ça peut être dû à un défaut d'éjection du sang, à une obstruction secondaire à certaines maladies qui va empêcher le sang de partir des ventricules vers les artères, du ventricule gauche vers l'artère aorte, un rétrécissement sur la valve aortique, du ventricule droit sur l'artère pulmonaire, une embolie pulmonaire massive. Pour les syncopes de repos, il faut toujours chercher une anomalie rythmique ou de la conduction cardiaque. On analyse la conduction par le Holter, l'électro et l'analyse du faisceau de His. On analyse le rythme par l'électro, le Holter et parfois également une analyse du faisceau de His. Les autres causes, certains patients ont des syncopes lorsqu'ils se lèvent, et là la cause c'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique. La pression artérielle est normale en position allongée, et lorsqu'on se lève, il y a un défaut de remontée sanguine au niveau cardiaque, et donc une chute de pression artérielle, c'est la cause la plus fréquente de syncope ou de malaise. Ensuite, on va voir les syncopes réflexes ou vasovagales, une inadaptation entre la fréquence et la pression artérielle chez certains patients, qui sont également des causes assez fréquentes. Donc, dans certains contextes, qu'on appelle un contexte vagal, la chaleur, la vue du sang, l'émotion, on va avoir une chute de pression et une chute de fréquence cardiaque qui va provoquer un malaise. Il n'y a donc pas d'anomalie cardiaque ou vasculaire associée. Ici, c'est un exemple de trouble de la conduction, donc un vieillissement anormal du tissu de conduction cardiaque. On a par exemple une contraction auriculaire, une contraction ventriculaire, et on voit que les contractions auriculaires sont indépendantes des contractions ventriculaires. Elles sont régulières ici, et les ventricules sont réguliers ici et très lents à une fréquence de 20 ou 30 par minute. Donc il y a un bloc de conduction entre les oreillettes et les ventricules, syncopal. Il faudra mettre un pacemaker au patient pour permettre aux ventricules et aux oreillettes de se contracter de façon un peu plus régulière et rapide. Ici, on a une tachycardie à 150 par minute à QRS large, sans activité auriculaire franchement visible. Il s'agit d'une tachycardie ventriculaire qui peut donner des syncopes ou des palpitations. Les causes extracardiaques de syncope, d'abord les causes neurologiques, accident vasculaire, épilepsie, qu'on explore en faisant un électroencéphalogramme, un scanner cérébral ou un Doppler d'électron supraortique, des causes extracardiaques, extraneurologiques, psychiatriques ou parfois métaboliques. Dernier symptôme, pour finir, la claudication intermittente. Il s'agit d'une douleur à la marche, à type de crampe au niveau des membres inférieurs. Cette douleur est due à un défaut de vascularisation du muscle, qui est dû à un rétrécissement sur une artère des membres inférieurs. Donc il s'agit de patients avec des facteurs de risque cardiovasculaire comme tout à l'heure. Ce n'est pas l'artère coronaire qui va être rétrécie ou bouchée, mais une artère des membres inférieurs. Au début, la douleur apparaît à la marche avec un certain périmètre, puis elle risque d'apparaître au repos lorsque le rétrécissement sur l'artère du membre inférieur est important. La conduite à tenir, comme d'habitude, l'examen clinique, le bilan des facteurs de risque, l'interrogatoire. On réalise un bilan cardiovasculaire complet avec une échographie cardiaque et un Doppler des artères des membres inférieurs. Si on trouve un rétrécissement, il faudra le confirmer par un scanner, voire une artériographie, et traiter par dilatation. Par exemple, ici, des douleurs des membres inférieurs en rapport avec une sténose iliaque bilatérale. Ici, on voit sur une artériographie des membres inférieurs cette sténose iliaque. On va passer un guide, dilater et stenter cette artère, avec ici une revascularisation complète permettant au sang de passer normalement et la disparition des symptômes. Il faudra dans un deuxième temps traiter les facteurs de risque du patient, comme pour la maladie des artères coronaires, lui donner des antiagrégants et des vasodilatateurs si besoin. En conclusion,
On a vu l'anatomie, la physiologie, le fonctionnement systolique et diastolique du cœur et les grandes pathologies dues aux signes fonctionnels. On va voir dans le deuxième cours de sémiologie l'examen clinique du patient, les examens complémentaires et les grandes maladies. Ce sera un rappel puisqu'on les a déjà vus un petit peu maintenant. Je rappelle que certaines maladies cardiaques et vasculaires sont des urgences vitales qu'il faut dépister le plus rapidement possible et traiter le plus précocement possible. Que les maladies cardiaques et vasculaires sont la première cause de morbimortalité dans les pays développés, en particulier en France, et que donc il y a un rôle majeur de la prévention primaire et secondaire. Les items abordés sont quasiment tous les items de la cardiologie, l'item 128 athérome, 131 artériopathie, 130 facteurs de risque, le 133 les syndromes coronariens, le 136 et 200 la dyspnée avec l'embolie pulmonaire, 190 la douleur thoracique, 236 malaise, syncope, perte de connaissance.